Mesdames et bienvenue sur les antennes de For You Media Africa dans cet entretien exclusif accordé à Monsieur Emmanuel Difforme. Il est expert comptable. Il est avec nous. Bonjour Monsieur Emmanuel, bienvenue sur les antennes de For You Media Africa. Bonjour madame, merci de m'avoir invité. Avec vous, on parlera d'inflation et pouvoir d'achat du consommateur, franc ou incubateur de croissance. Eh bien, sur un an, selon l'estimation provisoire réalisée en fin de mois dernier, les prix à la consommation ont augmenté de 4,8% en août 2023, avec plus 4,3% le mois précédent. Cette hausse de l'inflation serait due au rebond des prix de l'énergie. Les prix de l'alimentation ont ralenti pour le 5e mois consécutif, ainsi que dans une moindre mesure ceux des produits manufacturés et des services. Sur un mois, les prix à la consommation ont augmenté de 1,0% en août 2023, après plus 0,1% en juillet. Les prix de l'énergie se redressent du fait notamment de la hausse des prix des produits pétroliers et des tarifs réglementés de l'électricité au 1er août 2023. Ceux des produits manufacturés ont rebondi également à raison de la fin des soldes. Les prix des produits frais ont rebondi quelque peu, tandis que ceux de l'alimentation hors frais ont ralenti. Les prix des services ont ralenti aussi, du fait notamment du repli des prix des services de transport et de décélération des prix des autres services. Sur un an, l'indice des prix à la consommation harmonisé a augmenté de 5,7% en août 2023, après plus 5,1% en juillet. Sur un mois, et les prix ont augmenté de 1,1% après avoir été stable au mois de juillet. Monsieur Emmanuel Difforme, on parle aujourd'hui d'inflation, l'inflation qui est au cœur de nombreuses discussions. La liste des produits alimentaires et non alimentaires connaît une hausse. On parle bien sûr du pétrole, de la farine, de l'huile, du sucre, inflation et pouvoir d'achat. Monsieur Difforme, avant de prendre les tendances à travers le monde entier et même en Afrique, commençons bien sûr par le plus évident. Qu'entend-on par inflation? D'accord, merci madame. Si vous le permettez, je vais d'abord essayer de situer ce qu'on appelle l'inflation. L'inflation, c'est l'augmentation générale des prix, mais de façon durable. C'est-à-dire qu'un choc ponctuel qui fait hausser le prix du pain dans la boutique du coin n'est pas considéré comme une inflation. L'inflation se mesure sur une période de 12 mois, c'est la règle, et de façon glissante. Donc sur un an. Sur un an, 12 mois sur un an. Alors, ce qui est important dans cette définition, c'est que l'augmentation de prix doit être généralisée. C'est-à-dire, généralement, on prend un panier de biens, comme vous l'avez bien cité, les biens de consommation courante, on y ajoute l'énergie, le gaz, le pétrole, et on observe le mouvement des prix sur une période de 12 mois. On peut donc considérer qu'il y a eu inflation. Et l'inflation veut dire juste une augmentation. Ça peut passer de 0,1 à 0,2, c'est toujours l'inflation. Dans le cas de ce que vous avez cité au Cameroun, je pense qu'on est allé jusqu'à 5%. Effectivement. Et malheureusement, cela se ressent sur le pouvoir d'achat du consommateur. Et ça commence à alimenter le débat. Sinon, l'inflation, c'est un phénomène naturel qui existe dans toutes les économies. Donc, quand elle est faible, on n'en parle pas beaucoup. Quand elle est forte, on commence à discuter. Et voilà, vous avez également parlé du pouvoir d'achat. Qu'est-ce que c'est et quel est le lien qui existe entre les deux, notamment l'inflation et le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat, d'accord. Généralement, le pouvoir d'achat, c'est la capacité pour un agent économique à acquérir des biens avec le revenu dont il dispose. Alors, lorsque vous avez une augmentation généralisée des prix, généralement, vous n'avez pas la progression des salaires ou des revenus qui suit l'augmentation des prix. À ce moment-là, le pouvoir d'achat va s'effriter et on commence à dire que la vie est chère. C'est justement ce qu'on dit. Et les populations expriment leur ras-le-bol face effectivement à cette vie chère. Absolument. Donc, inflation et vie chère sont un peu comme la pluie arrosée. Parce que justement, quand il y a inflation, le pouvoir d'achat du consommateur se réduit.
parce qu'il ne peut plus avoir la même quantité de biens avec le même salaire, le même revenu dont il dispose. Oui. Et là, ça commence à faire un peu... ça fait du bruit, en fait. Voilà. Voilà. Et maintenant, quels sont les différents facteurs qui influencent sur l'inflation? Alors, l'inflation est généralement influencée par 4 types de facteurs. Oui. Ils ne sont pas mutuellement exclusifs. On peut les avoir tous ensemble. Mais commençons par les plus évidents. Bon, déjà, est-ce que ces facteurs sont endogènes ou exogènes? Les deux. Ils peuvent être combinés et c'est pour ça que je dis qu'ils ne sont pas mutuellement exclusifs. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'additionner pour donner de la chauffe au niveau de l'augmentation des prix. Donc, souvent, on a l'augmentation des coûts, les coûts de production. C'est-à-dire que lorsque les entreprises subissent une augmentation de coûts de production, elles ont tendance à les répercuter sur les biens et ça alimente l'inflation. Alors, on va se poser la question, qu'est-ce qui alimente l'augmentation des coûts de production? Plusieurs facteurs à ce niveau également. Les plus connus, c'est généralement le coût des intrants. Je vous donne un exemple. Le boulanger qui augmente le prix du pain, c'est justement parce que la farine de blé a augmenté. Voilà, comme ce qu'on a vécu au Cameroun. Exactement. Il y a de cela quelques semaines. La baguette de pain qui est passée de 150 francs CFA à 135 francs. Alors, ce qu'on n'a pas précisé au départ, c'est que, en fait, quand on décrit l'inflation, on oublie de décrire le phénomène opposé, qui est la décélération des prix qu'on appelle la déflation. Ça existe aussi. Alors, pour revenir justement à la question des facteurs qui causent, qui induisent l'inflation, dont je parlais de l'augmentation des prix. Pour prendre l'exemple du pain, lorsque le prix du blé augmente, naturellement, le boulanger répercute cette augmentation de prix sur le prix de la baguette de pain. Maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce que le prix du blé augmente. Alors, plusieurs facteurs à ça. Le blé, c'est un produit agricole. Peut-être que dans la saison, la production n'a pas été bonne. Mais pour le cas d'espèce, nous savons très bien que c'est la guerre en Ukraine qui a entraîné l'augmentation du prix des céréales. Causée par le fait que l'Ukraine ne peut plus exporter ses graines. Et que même la Russie, qui pouvait suppléer à cette carence-là, est sous l'emprise des sanctions internationales. Et donc, du coup, l'offre a baissé. Et c'est justement ça qui explique, dans une autre dimension, l'inflation. Lorsqu'il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, naturellement, il y a une augmentation des prix. On parle d'inflation. Maintenant, quand ce déséquilibre est sur une longue période, on peut l'apprécier sur 12 mois et finalement voir qu'il y a inflation sur une progression des prix sur les 12 mois. Donc, la première cause, c'est l'augmentation des coûts de production, comme je l'ai dit, qui peut être induite par l'augmentation des coûts des matières premières ou des intrants de production. Ça peut également être causé par les inefficiences du système de production. Je vous donne un exemple. Je suis arrivé au Cameroun il y a 3 jours. Le premier jour, j'ai passé pratiquement 2 heures entre l'aéroport et mon domicile. Le deuxième jour, je suis allé au stade, j'ai passé 5 heures au total. Et le lendemain, je suis reparti toujours au même stade de Japon. J'ai passé presque 6 heures. Hier, quand je rentrais chez moi, j'ai passé 4 heures en route. Si vous additionnez tout le temps perdu dans les bouchons, ça a des répercussions sur la productivité des entreprises. On le voit peut-être pas. À quel moment, effectivement? Mais justement parce que soit on arrive en retard, soit lorsqu'on est présent, en réalité, on n'a pas la même capacité de production parce qu'on est fatigué. On est resté trop longtemps dans les bouchons. Donc, ce sont des dysfonctionnements qui peuvent entraîner des surcoûts de production et par ricochet aussi causer l'inflation. Maintenant, il y a d'autres facteurs. Par exemple, si vous avez une monnaie nationale qui se dévalue par rapport à la monnaie étrangère et que vous avez une économie dont la balance commerciale est déficitaire, c'est-à-dire que vous importez plus que ce que vous exportez, quand il y a un mouvement du cours de change de votre monnaie par rapport aux devises d'importation, vous avez effectivement cet effet d'inflation qui s'importe chez vous. Et donc, ça varie d'un pays à un autre en fonction de la structure de l'économie et de la dépendance de cette économie vis-à-vis des économies extérieures. Donc voilà un autre facteur également. L'inflation peut également être due à la réglementation. C'est-à-dire que si les pouvoirs publics décident au Cameroun, par exemple, d'augmenter le taux de TVA, naturellement, la chaîne va prendre un coup. Il y aura augmentation successive des prix. Et on peut assister à une inflation. Donc, c'est également un instrument que l'État utilise pour réguler l'inflation. C'est-à-dire que
on peut utiliser la réglementation pour pousser les prix à la hausse ou pour les ramener à la baisse en fonction de ce qu'on veut obtenir pour l'instant. Et comment est-ce que l'inflation affecte-t-elle le pouvoir d'achat? Comme je l'ai dit tantôt, le pouvoir d'achat, en fait, c'est la capacité à acheter, à acquérir des biens et des services. Donc, si mon revenu reste constant et que le prix des biens que je suis appelé à consommer augmente, naturellement, la quantité que je peux acheter, elle réduit. À ce moment-là, on parle de l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Oui. Et sous quel prisme doit-on aujourd'hui juguler ces deux notions, inflation et pouvoir d'achat? Sont-elles des freins ou des incubateurs de croissance? Alors, si je parle de l'inflation spécifiquement, parce que l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat, c'est une conséquence, pardon. Oui. Mais si on parle spécifiquement de l'inflation, une inflation qui est maîtrisée, modérée par exemple autour de 0 à 2%, peut être un incubateur de croissance. Parce qu'à ce moment-là, il y a un encouragement qui est fait aux entreprises à investir parce qu'il y a une progression des prix qui leur permet de faire des marges. Vous savez que la croissance économique dans un pays s'apprécie par rapport à la progression du produit intérieur brut, qui lui-même est la sommation des valeurs ajoutées par l'ensemble des opérateurs économiques, dont les entreprises. Donc à ce moment-là, lorsque l'inflation progresse de façon modérée et maîtrisée, il y a une impulsion à la croissance. Ça, c'est l'inflation dans son côté positif. Maintenant, lorsque l'inflation s'accroît... Elle a un côté positif? Bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai aimé la thématique du débat. C'est-à-dire qu'on est sorti, c'est vraiment de la réflexion. On est sorti, positif et le négatif. Exact. On est sorti des sentiers battus. Tout le monde pense que l'inflation est négative, forcément. Ça, c'est des certitudes qui sont établies dans la société qui ne sont pas forcément vérifiées. Oui. Parce que l'inflation, on a besoin d'inflation dans une économie pour avoir de la croissance. Parce que l'entreprise doit pouvoir augmenter graduellement les prix pour protéger ses marges et pour créer de la valeur. Donc, l'inflation à un taux modéré est nécessaire pour une économie. Maintenant, lorsqu'elle commence à échapper au contrôle des autorités économiques de la nation, les autorités économiques, c'est notamment les administrations en charge de l'économie, c'est aussi des administrations privées comme le groupement interpatronal, la chambre de commerce, le conseil économique, toutes ces personnes morales qui participent à réguler, n'est-ce pas, l'inflation dans une économie, viennent à contribution pour que l'inflation soit maintenue à un niveau acceptable pour pouvoir insuffler, n'est-ce pas, propulser la croissance. Ça, c'est le côté positif. Maintenant, le côté négatif, c'est lorsque l'inflation ne peut pas être maîtrisée. À ce moment-là, le premier recours, c'est les pouvoirs publics. Vous avez souvent vu le ministre Magloire Tangana ici au Cameroun aller carrément à la bataille avec les opérateurs économiques pour éviter qu'il y ait de la spéculation. Là, c'est le contrôle de prix. Mais le contrôle de prix a ses limites également, parce que vous ne pouvez pas bloquer la progression des prix au point d'étouffer les entreprises. Il faut bien que les entreprises restent en mesure de couvrir leurs charges et de faire des profits. C'est ça qui fait la pérennité d'une entreprise. Donc le contrôle des prix, c'est un paramètre. On peut également utiliser ce qu'on appelle les instruments de la politique économique. Un des instruments, c'est la politique budgétaire. Normalement, il est admis que lorsqu'il y a inflation, c'est que la demande dépasse l'offre. Donc, il y a un excédent de la demande sur l'offre. Donc, il faut agir sur la demande pour qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande. Du côté de la demande, ce qu'on a, ce sont la consommation des biens et services par les ménages. On a également les biens d'équipement consommés par les entreprises. On a la dépense publique. Donc, du côté de la dépense publique, les pouvoirs publics peuvent soit la réduire, soit la rendre effective. Parce que généralement, les problématiques qu'on pose en macroéconomie, c'est l'utilité de la dépense publique. Lorsque la dépense publique est utile, elle permet de booster la croissance. Et comment devient-elle utile?
Bon, je pense que l'équation est simple. Hein. La dépense publique est utile lorsqu'elle est... bon, je sais qu'il y a des paramètres exceptionnels oui. dans le contexte africain, avec les détournements et tout le reste. Mais la dépense publique est utile lorsqu'elle est affectée à porter les pans de l'économie qui donnent... qui donnent le plein emploi, par exemple, oui. qui permettent aux citoyens de vivre décemment de son travail et qui permet à l'ensemble de l'économie de retrouver un niveau de croissance et d'emploi acceptable. C'est ça l'utilité de la dépense publique. Il y a également d'autres éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que si vous avez une dépense publique assise sur des financements en monnaie étrangère, par exemple, dont le retour sur investissement est en monnaie locale, ça va vous créer des problèmes au niveau de la balance de paiement. Là, on commence à questionner l'utilité de la dépense publique. On peut également questionner l'utilité de la dépense publique lorsqu'on a l'impression que ces dépenses sont affectées à des opérations de prestige. Mais si on calcule les effets multiplicateurs d'une dépense publique et on se rend bien compte qu'elle porte l'ensemble de l'économie, à ce moment-là, elle est utile. Et voilà, elle permet effectivement de porter la croissance. Maintenant, Monsieur Difforme, parlons du rôle des banques centrales dans la gestion de l'inflation. Ne sont-elles pas les causes? Parce qu'on sait que quand une banque centrale augmente le taux directeur, forcément, le taux d'intérêt prendra un coup. Et quand le taux d'intérêt prend un coup, des personnes ne viendront plus emprunter de l'argent et l'argent ne tournera plus. Est-ce que les banques centrales ne sont pas à l'origine de cette inflation, notamment en augmentant le taux directeur? Non, je pense que c'est tout le contraire. Une banque centrale, le rôle d'une banque centrale, et là vous m'amenez sur le deuxième volet de la politique économique et la politique monétaire. C'est-à-dire que le rôle de la Banque centrale, justement, c'est de s'assurer que deux choses. Il y a des équilibres qu'il faut assurer. Le premier équilibre, c'est que la masse monétaire, la quantité de monnaie en circulation, soit en adéquation avec le niveau de croissance. Donc, l'augmentation de la masse monétaire doit être en adéquation avec la croissance économique. Lorsqu'il y a trop de monnaie en circulation, il y a un risque qui est inflation, parce que, en fait, la monnaie en circulation veut dire que les agents économiques disposent de suffisamment d'argent pour se livrer à des dépenses, quel que soit le niveau du prix. On a vu ça avec la crise de la Covid aux États-Unis, par exemple, où on a fait tourner carrément la planche à billets, c'est-à-dire qu'on a imprimé les dollars pour permettre aux ménages de passer le cap de la pandémie. Mais ça n'avait aucune relation, aucune corrélation directe avec la croissance économique. Et on sait ce qui s'est passé par la suite. Donc la Banque centrale, généralement, ce qu'elle fait, elle relève le taux d'intérêt pour que les agents économiques ne soient pas incités à consommer. Parce que la monnaie, c'est une marchandise. C'est-à-dire que le taux d'intérêt, c'est le prix de la monnaie, une marchandise. Donc, on augmente le prix pour décourager la consommation de la monnaie. Et quand on augmente dans le prix, c'est une mesure qui permet de réduire la masse monétaire, la quantité de monnaie qui est en circulation. Et c'est plutôt une mesure de lutte contre l'inflation. Ou de prévention. Même de lutte contre l'inflation. Maintenant, en prévention, il faut qu'il y ait en tout temps une adéquation entre la quantité de monnaie en circulation et le niveau de croissance. Et cette adéquation se fait à la fois par la régulation de l'émission monétaire, mais aussi par un jeu sur le taux directeur de la Banque centrale. De la Banque centrale. Le taux d'intérêt. Voilà, le déclenchement de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine a eu un impact visible. L'Afrique, dont la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires, l'inflation et l'instabilité financière. Fallait-il s'y attendre? Évidemment. Évidemment. Généralement, l'une des causes de l'inflation, c'est aussi tout ce qui est insécurité, tout ce qui est guerre. Et bien entendu, si vous voulez faire de la projection, l'opération militaire russe en Ukraine n'a pas l'air de s'arrêter bientôt. Donc il faut bien comprendre qu'avec le temps, il y aura forcément une persistance de l'inflation. Donc, l'augmentation, l'accroissement des prix dans la durée va persister. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y ait
toujours de l'inflation. Et est-ce qu'il fallait s'y attendre? Forcément, parce qu'on sait le rôle que la Russie jouait, la Russie et l'Ukraine mises ensemble, jouaient dans l'approvisionnement de certains pays, hein, que ce soit en hydrocarbures pour l'ensemble du monde entier ou en céréales pour l'Afrique. L'Afrique, effectivement. Donc il fallait bien sûr s'attendre à ce que cela se produise ainsi. Je pourrais même vous dire que la guerre à Gaza aujourd'hui aura forcément des répercussions sur le prix du pétrole. Vous avez déjà vu récemment que les cours du pétrole étaient en train de s'envoler. On prie pour que le conflit ne s'étende pas à d'autres pays comme l'Iran, par exemple. Mais si cela devait être le cas, il faut bien s'attendre au renchérissement de la vie. Parce que malheureusement, les énergies fossiles jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on trouve des alternatives, restent la principale source d'énergie. On a besoin d'énergie pour faire tourner les industries. Donc, si l'offre d'énergie diminue, si elle se réduit, forcément il faut s'attendre à ce que le prix augmente et il y aura forcément une répercussion sur les prix des denrées alimentaires que vous et moi nous prenons. Sur le plan de l'insécurité, toujours, pour prendre le cas africain, si vous regardez de l'ouest vers l'est de l'Afrique, à partir de la Guinée-Conakry, vous prenez le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Soudan, jusqu'en Érythrée. Toute cette bande-là est en insécurité aujourd'hui. Un vol commercial ne peut que difficilement survoler cet espace aérien. Donc, il y a aujourd'hui des compagnies aériennes qui font le détour pour esquiver cette partie de l'Afrique-là en survol aérien. Alors, quel est l'impact direct? C'est qu'il y a plus de carburant qui est consommé. Il y a une répercussion directe sur les billets d'avion. Donc, c'est un peu pour vous donner la corrélation qui existe entre l'insécurité et l'inflation. Et l'inflation, oui. Si vous arrivez même au Cameroun, par exemple, nous savons que nous avons des zones du pays qui sont en crise. Le sud-ouest, le nord-ouest, c'est des zones où on avait beaucoup de produits agricoles qui venaient alimenter les marchés, soit dans le littoral, soit dans le centre. Donc, immédiatement, vous allez voir que la baisse de la production dans ces zones-là va être ressentie dans d'autres parties du pays comme étant de l'inflation. Parce que le peu qui arrive à sortir arrivera à un coût élevé. Voilà, peut-être pour sortir de cet entretien, M. Emmanuel Diffam, on parle toujours de ce conflit russo-ukrainien. Eh bien, en Europe, l'opération spéciale militaire russe en Ukraine a également eu un impact non négligeable. Quelle stratégie pour juguler cette inflation? Alors, c'est la négociation. C'est la négociation. Et je pense que au-delà de ce que nous voyons à la télé, il y a beaucoup de diplomatie en mouvement à ce moment-là pour trouver une issue sans perdre la face, ni pour l'un ni pour l'autre. Il faut initier à cette guerre-là qui n'a que trop duré. Tous les calculs qui ont été faits au début de cette opération, à savoir que l'ensemble des sanctions qui ont été prises contre la Russie devaient l'affaiblir, rien n'a marché. On a vu que les produits russes qui sont interdits de commercialisation passent maintenant par d'autres pays et reviennent en Europe à un prix plus élevé. C'est pour ça que vous voyez par exemple que dans les pays comme la France, pour une première fois, le prix de l'énergie est en train de s'envoler. Malgré le bouclier de protection que le gouvernement a mis en place, ça se ressent. Ça se ressent. Donc, il faut sortir de la guerre. La guerre n'a jamais servi aucune économie. Même en reconstruction, la guerre n'a jamais été le premier choix pour aucun économiste. Donc il faut sortir de la guerre. Et je pense que bientôt, pas bientôt parce qu'il y a quand même un construit qu'il faut déconstruire par la suite. Mais je pense que la solution, c'est sortir de la guerre. Maintenant, comment est-ce qu'on va sortir, à quelle vitesse, je ne sais pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de diplomatie en mouvement aujourd'hui pour voir la fin de cette guerre-là. Voilà. Merci, Monsieur Emmanuel Diffam. C'est la fin de cet entretien. Merci. Je vous félicite parce que je sais que les médias au Cameroun parlent beaucoup plus de sport et de politique. Je pense que c'est une émission où alors c'est un entretien qu'il faudra continuer, pas avec moi forcément, mais avec d'autres personnes, parce que le débat économique, c'est à mon avis le débat principal de nos pays africains, où on a vraiment du mal à joindre les deux bouts.
Alors, c'est bien beau de parler de foot, mais en dehors de la famille de footballeurs, je ne sais pas très bien qui d'autre en profite. Par contre, lorsqu'on parle d'économie avec des questions de proximité, chacun comprend comment elle impacte son vivre au quotidien. Merci d'avoir édifié nos nombreux téléspectateurs. On rappelle que vous êtes expert comptable et on aura le plaisir de vous recevoir très prochainement pour un autre entretien. Mesdames, c'est la fin de cet entretien. Merci de nous avoir écoutés. Portez-vous bien.